Vous écoutez Au banc du crime, le podcast qui vous fait juger les affaires les plus sombres. L'audience est ouverte. Mesdames et messieurs, installez-vous sur le banc du crime. Mesdames et messieurs les jurés, certaines histoires commencent avec des sirènes, d'autres avec des cris, d'autres encore avec un appel désespéré. Mais celle-ci commence avec un départ qui semble heureux, un départ qui aurait dû être banal, un départ comme on en a fait à 25 ans, quand la vie est devant nous et que rien ne nous paraît dangereux. Nous sommes le 28 octobre 2022. À Charlotte, en Caroline du Nord, une jeune femme termine de fermer sa valise. Elle s'appelle Chankela Robinson. Elle a 25 ans, elle est entrepreneuse. Elle réussit, elle sourit, elle est entourée. Elle n'a pas d'ennemis connus, elle n'a pas de conflit ouvert avec personne. Elle envoie un dernier message à sa mère. « Je t'aime, je te tiens au courant quand j'arrive. » Devant sa porte, une voiture l'attend. À l'intérieur, certaines des personnes avec qui elle avait prévu de partir en voyage. Un groupe de 6, des amis, des connaissances de longue date, des gens qu'elle connaît depuis l'école, des gens avec qui elle a déjà voyagé, un cercle social qu'elle n'a jamais considéré comme dangereux, un cercle dans lequel elle se sent en apparence en sécurité. Leur destination ? Cabo San Lucas, au Mexique. Une ville de vacances, lumineuse, vivante, touristique. Le genre de lieu où rien de sombre ne semble pouvoir arriver. Dans l'avion, tout semble normal. On filme, on rit, on poste des stories. Chankela apparaît, souriante, détendue. Elle glisse des regards complices vers le téléphone de ses amis. Elle rayonne. Elle est heureuse de partir. Et rien, absolument rien dans son comportement n'indique qu'elle ressent la moindre appréhension. Mesdames et messieurs les jurés, dans ce premier acte, je veux que vous restiez dans cet avion avec elle. Je veux que vous ressentiez cette normalité, parce que tout le reste de l'affaire repose sur une rupture violente entre ce départ et ce qui suivra. Lorsque le groupe arrive au Mexique, il est accueilli par un chauffeur. Le soleil tape, l'air est chaud, l'ambiance détendue. Il monte dans un van, direction une villa réservée via une plateforme très connue. Une villa magnifique, dans un quartier résidentiel sécurisé, entouré d'autres locations touristiques. Piscine, chambres spacieuses, terrasse, un décor idyllique. Chankela envoie un message à sa mère. « On vient d'arriver, tout va bien. » Dans la villa, tout le monde filme. Les vidéos tournent sur les réseaux. On entend des rires, des éclats de voix, des pas rapides dans les couloirs. L'un d'eux filme même Chankela en train de chercher les autres dans les pièces. D'un ton amusé, tout paraît léger, tout paraît normal. Mais, mesdames et messieurs les jurés, les affaires comme celle-ci ont toujours un détail silencieux, un détail auquel personne ne prête attention, un détail qui ne veut rien dire jusqu'à ce qu'il veuille dire tout. Ce jour-là, ce détail est simple. Les vidéos publiques montrent de la joie. Les messages privés, eux, montrent moins de choses. Certains échanges sont brefs, certains téléphones se taisent. Certains comportements semblent déjà légèrement étranges pour un groupe censé fêter le début d'un séjour. Mais rien d'alarmant, rien qui justifierait qu'on s'inquiète, rien que Chankela aurait pu interpréter comme un danger. En fin d'après-midi, la villa s'installe dans un rythme de vacances. Certains se préparent, certains boivent, certains vont à la piscine. La musique tourne, les téléphones filment par intermittence. Le type de soirée classique d'un groupe de jeunes adultes dans une maison de vacances. Vous jurez, vous devez vous mettre dans la peau d'un observateur silencieux. Regardez la scène, regardez les interactions. Vous ne voyez rien d'anormal, rien de suspect, rien qui laisse imaginer qu'en moins de 24 heures, une des personnes dans cette villa ne sera plus en vie. La soirée avance. On cuisine, on discute, les heures passent. Et tout ce que nous avons pour reconstituer l'ambiance, ce sont des images, des stories légères, des vidéos de vacances, des rires. C'est à ce moment que vous pouvez vous demander où est le danger, où est le basculement, où est la rupture. Et c'est précisément ça, ce premier acte, qui vous montre que
tout semble normal, parce que l'une des caractéristiques les plus troublantes de cette affaire, c'est que rien, dans les images visibles du séjour, ne laisse imaginer la suite. Pas une dispute visible, pas un cri, pas une altercation, rien. Et pourtant, dans cette même villa, dans les mêmes pièces, une scène aura lieu le lendemain matin. Une scène qui fera exploser l'affaire dans le monde entier. Mais jurez, pas maintenant, pas dans cet acte, parce que dans l'ordre chronologique des faits, cette scène appartient à un moment précis, le matin du 29 octobre. Nous n'y sommes pas encore, nous sommes encore dans l'insouciance, nous sommes encore dans le calme avant la tempête. La nuit tombe sur Cabo, le bruit des voitures disparaît, le quartier s'éteint. Le vent chaud continue de passer entre les palmiers. Dans la villa, les lumières baissent, les conversations s'espacent, les portes se ferment. Chankela va se coucher. Elle est loin de chez elle, mais entourée de gens qu'elle connaît depuis toujours. Elle est loin de sa famille, mais elle se sent en sécurité. Elle ne sait pas et ne peut pas savoir que les heures qui viennent seront les dernières qu'elle vivra. Mesdames et messieurs les jurés, dans une enquête criminelle, le premier acte est toujours trompeur. On se dit que tout va bien, on se dit que rien ne peut arriver, on se dit que tout est normal. Mais dans cette vie-là, pendant que la nuit avance, un simple détail se prépare à tout bouleverser. Et ce détail, ce basculement, cette rupture qui fera passer cette affaire de week-end entre amis à dossier international, vous la découvrirez dans l'acte suivant. Mesdames et messieurs les jurés, le matin du 29 octobre 2022 se lève sur Cabo San Lucas, comme n'importe quel autre. Un soleil déjà fort, un air sec, des villas encore silencieuses. Rien n'indique que cette journée deviendra l'une des plus médiatisées de l'année. Dans la villa où loge Chankela et les 6 autres membres du groupe, les premières heures du matin restent floues. Les téléphones s'allument, des portes s'ouvrent. Certains se préparent, d'autres traînent dans les chambres. Rien n'est officiellement signalé comme inhabituel. Mais à un moment de la matinée, quelque chose se produit. Quelque chose d'assez grave pour transformer le reste de la journée. Quelque chose dont la famille n'entendra pas parler. Pas encore. Les informations disponibles, celles établies par les documents officiels et les chronologies reconstruites plus tard par les autorités mexicaines et américaines, montrent que l'état de Chankela commence à se dégrader. Comment ? À quel moment précis ? Sous quel mécanisme ? Cela reste l'une des zones d'ombre centrales de l'affaire. Ce que nous savons en revanche, c'est que le malaise est réel. Un malaise que le groupe attribuera dès le départ à une consommation excessive d'alcool. Une version que la famille entendra plusieurs fois. Une version répétée avec insistance. Une version qui deviendra très vite la première incohérence majeure du dossier. Aux alentours de la mi-journée, la situation se détériore suffisamment pour que le groupe décide d'appeler un médecin local. Dans les zones touristiques du Mexique, c'est un service courant. Pas d'appel aux urgences, pas de policiers, pas de signalement particulier. Un simple docteur envoyé à domicile. Lorsque ce médecin arrive à la villa, ce qu'il découvre ne correspond pas à ce qu'on lui décrit. Ce qu'il voit n'est pas une jeune femme souffrant des effets de l'alcool. Ce qu'il voit, selon son rapport officiel, c'est une patiente désorientée, présentant des signes de détresse, capable de répondre de manière très limitée, avec un état général préoccupant. Mesdames et messieurs les jurés, c'est ici que les faits médicaux commencent à contredire le récit des amis. Le médecin, devant la situation, recommande immédiatement ce que n'importe quel professionnel recommanderait, un transfert à l'hôpital. Des examens, une prise en charge complète dans un établissement médical. Mais selon le rapport mexicain, certains membres du groupe refusent dans un premier temps. Ils insistent pour que Chankela soit traité dans la villa. Ils assurent que c'est simplement l'alcool. Ils demandent que le médecin tente une hydratation, une surveillance, mais sans hospitalisation. Pourquoi refuser une ambulance ? Pourquoi refuser un transfert alors que son état est clairement grave ? Pourquoi maintenir une version qui ne correspond pas aux constatations médicales ? Mesdames et messieurs les jurés, les réponses à ces questions n'apparaîtront jamais dans les témoignages officiels, et pourtant ce refus figure bel et bien dans les documents. Pendant ce temps, à Charlotte, la famille reçoit un appel. Un membre du groupe explique que Chankela ne se sent pas bien, qu'elle a trop bu, qu'elle doit se reposer, qu'un médecin est en train de la voir.
La mère inquiète demande des détails. On lui répète la même version. Elle a bu. Son corps ne réagit pas bien. Mais la réalité et la vérité, elle, est bien différente. Le médecin reste longtemps, plusieurs heures, une durée inhabituelle, signe que l'état de la jeune femme nécessite une surveillance constante. Il note une dégradation progressive, une perte de réactivité, une incapacité croissante à répondre, une détresse physique évidente. Aucune de ces observations ne correspond à une intoxication alcoolique simple. Aucune. Et pourtant, la version donnée à la famille reste inchangée. Mesdames et messieurs les jurés, dans ce décalage entre le discours et la réalité, le doute commence déjà à s'installer. Plus le temps passe, plus le pronostic se sombre. Chankela devient non réactive. Elle ne répond plus aux sollicitations. Le médecin finit par demander une ambulance. Cette fois, il n'y a plus de discussion possible. Mais lorsqu'on appelle enfin des secours, il est tard. Trop tard. Les documents officiels indiquent que lorsque l'équipe médicale d'urgence arrive, la jeune femme ne montre plus de réponse motrice. Les tentatives de réanimation ne suffisent pas. Et dans l'après-midi du 29 octobre 2022, Chankela Robinson est déclarée morte dans la villa. Et pendant que les secours s'activent, les membres du groupe E commencent à préparer un tout autre récit. Ils appellent la famille. Ils répètent encore « Elle a bu ». Ils affirment qu'il n'y a eu aucun incident. Ils disent qu'ils ne comprennent pas. Ils pleurent pour certains. Ils restent vagues pour d'autres. Mais aucun, pas un seul, ne parle d'autre chose que d'alcool. Aucun ne mentionne l'existence d'une vidéo filmée le matin même. Aucun ne parle de dispute. Aucun ne parle d'altercation ou de blessure. Aucun ne parle d'un contexte anormal. Ils gardent tout pour eux. Ils gardent leur version. Ils gardent le silence. Mesdames et messieurs les jurés, ce silence-là aura des conséquences immenses. Parce qu'en donnant une mauvaise information à la famille, en donnant une version erronée dès le départ, ils rendent l'analyse médicale plus suspecte, l'enquête plus longue et les incohérences plus difficiles à résoudre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le lendemain matin, alors que le corps est toujours au Mexique, le groupe rentre aux États-Unis. Ils reprennent un avion et ils laissent derrière eux la villa, les médecins, les autorités. Ils ne restent pas pour accompagner le corps, ils ne restent pas pour répondre aux questions, ils ne restent pas pour aider à clarifier la situation. Ils partent. La famille Robinson, elle, attend. Elle ne sait rien. Elle ne connaît que la version qu'on lui répète, l'alcool. Ils s'accrochent à cette explication parce qu'ils n'ont rien d'autre. Aucune autre information, aucun autre détail. Mais lorsqu'ils réceptionnent le corps quelques jours plus tard et qu'ils lisent le certificat de décès mexicain, ils comprennent immédiatement que la vérité ne leur a pas été dite. Le document ne mentionne pas l'alcool. Il ne parle pas d'intoxication. Il ne parle pas d'un problème cardiaque. Il n'évoque aucun trouble médical classique. Il parle de luxation atlanto-occipitale. Il parle de lésion grave de la moelle épinière. Il indique que la mort serait survenue dans les 15 minutes suivant la blessure. Une blessure sérieuse, une blessure grave, une blessure qui ne correspond à aucun récit qu'on leur a donné. Mesdames et messieurs les jurés, la famille comprend qu'on leur a menti. Ce n'est plus un simple doute, c'est un constat. Et à partir de cet instant, la mère de Chankela, son père et toute sa famille vont se mettre à chercher des réponses. Ils vont appeler, ils vont questionner, ils vont revenir sur chaque appel reçu du Mexique. Ils vont tenter de réentendre chaque phrase, chaque détail, chaque mot. Et pendant ce temps, une information essentielle circule discrètement sur les réseaux. Une vidéo tournée dans la villa, une vidéo que la famille n'a jamais vue. Dans l'acte qui vient, cette vidéo ne sera plus un détail. Elle deviendra le pivot de l'affaire, le point de basculement. Ce qui fera exploser la version initiale, ce qui lancera une enquête internationale, ce qui forcera 2 pays à se prononcer. Mais pour l'instant, mesdames et messieurs les jurés, retenez ceci. La version que le groupe donne à la famille, l'alcool, ne correspond pas à la réalité médicale. Et c'est cette incohérence qui, plus tard, fera de cette affaire l'une des plus troublantes de ces dernières années.
Mesdames et messieurs les jurés, je vois qu'une partie d'entre vous écoute sans être abonné. Allez, un petit clic sur s'abonner sur Spotify, Apple Podcast ou là où vous m'écoutez. Et on continue l'affaire ensemble car ça m'aide grandement à faire grandir le podcast. Merci. Mesdames et messieurs les jurés, il existe des affaires où la vérité se dévoile immédiatement, sans ambiguïté, sans zone d'ombre. Et puis il y a celles où rien ne s'aligne, où chaque élément semble contredire le précédent, jusqu'à créer un puzzle impossible à assembler. L'affaire Chankela Robinson appartient à cette deuxième catégorie, car après la mort de cette jeune femme de 25 ans au Mexique, 2 documents vont s'opposer. 2 documents rédigés à des milliers de kilomètres de distance, 2 documents censés dire la vérité sur ce qui est arrivé. Sauf que ces documents ne disent pas la même chose. Nous sommes quelques jours après le décès de Chankela. Le corps est encore au Mexique. La famille, elle, est à Charlotte et tente de comprendre. Elle ne sait presque rien, sinon ce que le groupe lui a répété. Qu'elle avait bu, qu'elle ne se sentait pas bien, qu'un médecin était sur place. Mais lorsque les autorités mexicaines rédigent le premier certificat de décès, la version change brutalement. Ce document officiel indique noir sur blanc une cause de décès inattendue. Une luxation atlanto-occipitale, c'est-à-dire une blessure grave à la jonction entre le crâne et la colonne vertébrale, avec une atteinte de la moelle épinière. Le certificat précise même que la mort serait survenue environ 15 minutes après la blessure. Mesdames et messieurs les jurés, c'est un détail capital, parce qu'une telle blessure, selon les sources médicales et les autorités mexicaines, n'a rien d'un accident banal. Elle est associée à des mécanismes violents, à des chocs sévères, à des mouvements brusques extrêmes. Rien, absolument rien, dans ce document n'évoque une intoxication alcoolique, ni même un lien avec l'alcool. Aucune mention, aucun indicateur, aucun doute sur ce point. Pour la famille Robinson, c'est un choc immense. En découvrant ce document, elle comprend immédiatement que la version des amis ne peut pas être vraie. Si la mort survient après 15 minutes à peine, comment peuvent-ils avoir parlé d'alcool pendant des heures? Comment peuvent-ils avoir affirmé que leur fille était simplement ivre? Comment un médecin aurait-il pu passer plus de 2 heures à la soigner sans noter une blessure aussi grave? Mesdames et messieurs les jurés, cette contradiction soulève immédiatement des questions. Trop de questions. Et la famille décide alors de demander une seconde autopsie, réalisée aux États-Unis, dans son état natal. Une démarche classique lorsque la mort survient à l'étranger. Une démarche nécessaire, indispensable, lorsque 2 versions s'opposent. Le corps arrive à Charlotte dans un état altéré. Les délais, les conditions de conservation, les transports internationaux compliquent les analyses. Et lorsque les médecins légistes américains commencent leur examen, ils font face à un contexte difficile. Ils n'opèrent pas sur un corps intact, mais sur un corps qui a voyagé plus de 3000 km et qui présente des altérations dues au processus naturel. Leur rapport tombe, et leur conclusion, mesdames et messieurs les jurés, n'est pas la même que celle du Mexique. L'autopsie américaine ne retrouve pas de manière formelle la fameuse luxation atlanto-occipitale. Elle ne confirme pas la blessure au cou telle que décrite par les autorités mexicaines. Elle note que certaines structures, dont la moelle épinière, sont difficiles à analyser, en partie à cause de l'état du corps. Elle conclut que, sur la base des éléments disponibles, la cause exacte du décès ne peut pas être confirmée. Ce rapport ne dit pas que les autorités mexicaines ont tort. Ils ne disent pas que la mort n'est pas violente. Ils disent simplement que les preuves ne peuvent pas être établies avec certitude, compte tenu de l'état du corps à l'arrivée. Mesdames et messieurs les jurés, voici donc ce que nous avons. Un certificat mexicain qui affirme une blessure violente, précise, fatale. Et une autopsie américaine qui dit « nous ne pouvons pas confirmer ». 2 pays, 2 méthodes, 2 conclusions. Pour la famille Robinson, cela ne clarifie rien. Cela rend tout plus confus. Ils croyaient avoir une réponse, ils se retrouvent avec une contradiction. Pour les enquêteurs mexicains, en revanche, aucune hésitation. Le certificat de décès, la scène, le contexte, et surtout la vidéo qui apparaîtra plus tard, suffisent à considérer qu'il s'agit d'un féminicide. Un homicide volontaire commis par une femme, en raison du genre ou dans un contexte de violence ciblée. Mais pour les autorités américaines, et surtout pour les procureurs fédéraux, la situation est différente.
Chaque élément doit être réexaminé selon les standards juridiques américains. Et dans ce cadre, la contradiction entre les deux autopsies devient un véritable obstacle. Le FBI, basé à Charlotte, ouvre une enquête. Les agents récupèrent les documents du Mexique, les dossiers médicaux, les vidéos, les témoignages, les données téléphoniques, les rapports. Ils interrogent la famille, ils tentent de reconstruire la chronologie, ils examinent la vidéo, ils analysent les déclarations du groupe, ils comparent, vérifient et recoupent. Pendant plusieurs mois, les deux versions médico-légales restent en parallèle. Aucune ne peut annuler l'autre, aucune ne peut totalement s'imposer. Et le dossier se retrouve dans une zone grise. Mesdames et messieurs les jurés, imaginez être parent dans cette situation. Recevoir un premier rapport qui dit « Votre fille a subi une blessure violente », puis un second qui dit « Nous ne pouvons pas le prouver ». Imaginez la confusion, la douleur, l'impossibilité de s'appuyer sur une vérité médicale unique. Mais ce n'est pas tout. Les analyses mexicaines concluent que la blessure aurait causé la mort en 15 minutes. Pourtant, selon les témoignages, Chankela a été examiné pendant plus de 2 heures par un médecin. Cette simple divergence de temporalité soulève un doute majeur. Et ce doute médico-légal, deviendra le centre de la décision américaine. En avril 2023, les procureurs fédéraux annoncent publiquement qu'ils ne poursuivront personne au niveau fédéral. Leur communiqué est clair. Les éléments ne permettent pas de soutenir un procès selon les standards criminels américains. Ils ne disent pas que l'histoire est fausse. Ils ne disent pas que la blessure n'a pas existé. Ils disent qu'ils ne peuvent pas la prouver avec certitude. Mesdames et messieurs les jurés, dans cette affaire, la vérité n'est pas absente. Elle est éclatée, éparse, dispersée entre 2 pays, 2 systèmes, 2 rapports. Le Mexique affirme une mort violente. Les États-Unis disent qu'ils ne peuvent pas établir le mécanisme exact. Et entre les deux, la famille Robinson reste suspendue à ces contradictions. Mais une chose est certaine, au moment où ces 2 autopsies s'opposent, une nouvelle pièce du puzzle apparaît. Une pièce qui va tout changer. Une vidéo. Une vidéo tournée le matin même de la mort de Chankela Robinson. Une vidéo montrant une agression. Une vidéo montrant un acte de violence indiscutable. Lorsque cette vidéo circule en ligne, le monde entier découvre une scène que le groupe n'avait jamais mentionnée. Et cette scène va totalement reconfigurer l'affaire. Dans l'acte suivant, mesdames et messieurs les jurés, nous allons entrer dans le moment où le Mexique prend position. Un mandat d'arrêt, une suspecte, une demande d'extradition. Une affaire qui sort du cadre domestique pour devenir une question diplomatique. Mesdames et messieurs les jurés, jusqu'à présent vous avez entendu 2 choses. D'un côté la version donnée par le groupe, celle de l'alcool, répétée dès les premières heures, puis pendant des jours. Et de l'autre, la version du certificat mexicain, qui parle d'une blessure grave au cou. Et entre ces 2 récits, l'autopsie américaine qui ne parvient pas à confirmer la blessure décrite. 2 pays, 2 diagnostics, aucun point d'accord total. Mais dans une affaire criminelle, les contradictions ne fichent pas l'enquête. Elle l'accélère. Et c'est exactement ce qui va se produire. Car pendant que les médecins américains rendent leur rapport et que la famille Robinson tente d'obtenir des réponses, les autorités mexicaines poursuivent leur propre travail. Elles interrogent, elles analysent, elles consultent les dossiers, elles examinent certains éléments fournis par le groupe. Et surtout, elles visionnent la vidéo. Mesdames et messieurs les jurés, cette vidéo n'est pas un détail. Elle n'est pas un élément secondaire. Elle n'est pas un simple fragment d'information. C'est une pièce majeure de l'enquête. Dans cette vidéo, filmée quelques heures avant la mort de Chankela, on voit clairement une jeune femme du groupe frapper la victime, alors que celle-ci ne se défend pas. On entend une voix masculine encourager l'agression. On voit un acte violent, indiscutable, enregistré dans la villa le matin même.
Pour les autorités mexicaines, cela change tout. Elles n'ont pas seulement un corps, elles ont un acte violent filmé. Elles ont un certificat médical qui parle d'une blessure sévère. Elles ont une temporalité compatible dans leur interprétation avec la séquence filmée. C'est à partir de ce moment-là que le Mexique requalifie officiellement l'affaire, non plus comme une mort inexpliquée, mais comme un féminicide. Dans ce pays, cette qualification désigne un homicide volontaire commis par une femme, souvent en contexte de violence ciblée ou relationnelle. C'est une qualification lourde, précise, encadrée, et elle va être suivie d'un acte judiciaire clair. Les autorités mexicaines identifient l'agresseuse directe, celle qui apparaît dans la vidéo. Elles transmettent les éléments au parquet de l'État de Basse-Californie Sud. Et fin novembre 2022, moins d'un mois après la mort de Chankela Robinson, un mandat d'arrêt international est émis. Mesdames et messieurs les jurés, c'est un tournant décisif. Parce que lorsqu'un pays émet un mandat d'arrêt dans une affaire de meurtre, cela signifie qu'il considère avoir réuni suffisamment d'éléments pour un procès. Les autorités déclarent publiquement qu'il existe un lien direct entre la vidéo, la chronologie et le décès. Elles affirment que la suspecte doit être extradée pour être jugée au Mexique. Elles contactent les États-Unis, elles envoient la demande d'extradition, elles attendent une arrestation. Et c'est ici, mesdames et messieurs les jurés, que le dossier de Chankela Robinson cesse d'être simplement une affaire criminelle pour devenir une affaire diplomatique. Car pour extrader une citoyenne américaine vers un autre pays, 2 conditions doivent être réunies. La première est la demande étrangère doit être recevable. Et la deuxième est le pays de résidence doit être en mesure de confirmer que le dossier est suffisamment solide pour justifier la remise de la personne. Et c'est précisément là que les choses se bloquent. Aux États-Unis, l'affaire est entre les mains du FBI et des procureurs fédéraux. Et ils ont leurs propres standards, leur propre méthodologie, leur propre existence juridique. Le Beyond Reasonable Doubt, l'obligation d'établir les faits au-delà du doute raisonnable. Et dans ce cadre, les contradictions médico-légales deviennent un obstacle immédiat. Pour extrader quelqu'un, les autorités américaines doivent considérer que le dossier étranger tient. Mais comment le confirmer lorsque une autopsie parle d'une blessure fatale écrasante et que l'autre dit ne pas pouvoir la détecter? Lorsque la temporalité exacte de la mort reste controversée? Lorsque certains détails clés ne sont pas confirmés à 100% par les preuves américaines? Mesdames et messieurs les jurés, là où le Mexique voit un féminicide, les procureurs américains voient un dossier incomplet. Et cette différence de lecture va tout geler. En avril 2023, après des mois d'enquête, les procureurs fédéraux des États-Unis annoncent publiquement qu'ils ne déposeront pas de charges fédérales. Ils ne parlent pas d'innocence, ils ne parlent pas d'accident, ils ne disculpent personne. Ils disent simplement que les éléments ne suffisent pas à soutenir une poursuite au niveau fédéral. Cette déclaration va avoir un effet immédiat sur la procédure d'extradition. Parce que si les États-Unis ne peuvent pas poursuivre, ils ne peuvent pas non plus remettre une de leurs citoyennes à un pays étranger dans ces conditions. Ils doivent garantir que le dossier est cohérent, solide, étayé. Ce n'est pas une question d'opinion, c'est une question de droit. Ainsi, alors que le Mexique considère l'affaire comme avancée, mandat d'arrêt, suspect identifié, dossier prêt à être jugé, les États-Unis, eux, annoncent qu'ils ne peuvent pas aller plus loin pour le moment. Et c'est là que la famille Robinson, qui pensait que les choses bougeaient enfin, découvre que rien n'avance, que le mandat d'arrêt reste lettre morte, que personne n'est interpellé, ni extradié, ni poursuivi, ni jugé. Mesdames et messieurs les jurés, c'est peut-être la partie la plus douloureuse de cette affaire. Le Mexique dit que nous avons une suspecte et nous voulons la juger. Et les États-Unis répondent, nous n'avons pas assez d'éléments pour la remettre entre vos mains. Entre les deux, la famille Robinson reste seule avec un certificat de décès, une autopsie contradictoire, une vidéo et un mandat d'arrêt qui n'aboutit à rien. Et pendant que les institutions débattent, que les procédures se figent, que les analyses s'empilent, un sentiment grandit dans l'opinion publique, celui que l'affaire stagne, alors que quelqu'un apparaît dans une vidéo en train de frapper Chankela. La pression médiatique devient immense. Les avocats de la famille multiplient les conférences de presse. Ils demandent une intervention diplomatique. Ils dénoncent l'inaction. Ils rappellent que le Mexique demande une extradition.
Il répète que la suspecte est connue, identifiée, visible dans une vidéo devenue virale. Mais rien ne bouge. Et dans cet immobilisme, dans ce blocage entre deux pays, dans ce vide juridique, une nouvelle phase va commencer. La pression médiatique, la mobilisation publique, la bataille de l'opinion. L'affaire Chankela Robinson quitte le domaine strictement judiciaire pour devenir une affaire nationale. Ce sera l'acte 5. Mesdames et messieurs les jurés, il y a des affaires criminelles qui progressent grâce à une preuve trouvée sur une scène, à un témoin qui parle, à un document oublié dans un dossier. Et puis il y a celles qui avancent, non pas grâce à la police, mais grâce au public. Grâce à une vidéo, grâce aux réseaux sociaux, grâce à des familles qui refusent le silence. L'affaire Chankela Robinson appartient à cette catégorie. Car ce n'est pas une institution qui a réveillé l'opinion publique, c'est une image. Une image qui n'aurait jamais dû sortir. Une image qui, pourtant, va tout changer. Quelques jours après la mort de Chankela, alors que la famille commence à peine à comprendre que la version alcool ne correspond pas au certificat de décès, une vidéo apparaît sur Internet. Une vidéo tournée le matin même du drame, dans une chambre de la villa. Une vidéo où l'on voit une jeune femme du groupe frapper Chankela. Une vidéo où l'on entend une voix masculine dire « At least fight back », au moins défends-toi. Mesdames et messieurs les jurés, le choc est immense. La famille découvre ces images en même temps que le reste du monde. Aucune autorité ne les avait prévenus. Aucun membre du groupe ne les avait mentionnés. Personne n'avait dit qu'une agression avait eu lieu quelques heures avant la mort. Le pays s'embrase, les médias nationaux s'emparent de l'affaire. ABC News, CNN, NBC, The Shade Rooms, puis People Magazine. Tous reprennent la vidéo. Tous racontent la même histoire. Celle d'une jeune femme agressée à l'étranger par des gens qu'elle connaissait et laissée sans défense. La pression médiatique devient instantanée. Le nom de Chankela Robinson circule partout. Les réseaux sociaux demandent des explications. Des hashtags apparaissent. Les internautes interpellent les autorités. Certains identifient les membres du groupe, d'autres fouillent leurs comptes, d'autres demandent des arrestations immédiates. Pour la famille Robinson, c'est un ouragan. Ils doivent affronter leur propre douleur et la colère du public, et les images insoutenables, et un système judiciaire qui n'avance pas. En quelques jours, ils réalisent que leur fille n'est pas seulement décédée loin de chez elle, mais qu'elle a été agressée avant sa mort, sans que personne ne leur dise. La vidéo devient le catalyseur de toute l'affaire. Les avocats entrent alors en scène. Parmi eux, des figures médiatisées, connues pour défendre des familles dans des dossiers complexes. Ils tiennent des conférences de presse. Ils affirment publiquement que la famille veut des réponses. Ils demandent que le département d'État intervienne. Ils exigent que le FBI accélère. Mesdames et messieurs les jurés, ce n'est pas l'enquête qui alimente les médias, c'est l'inverse. Ce sont les médias qui forcent l'enquête à avancer. Le Mexique, lui, ne change pas de position. Il a un mandat d'arrêt, il a une suspecte, il a une qualification criminelle claire. Pour eux, la suspecte doit être arrêtée et extradée. Mais aux États-Unis, la situation reste bloquée. L'annonce d'avril 2023, celle où les procureurs fédéraux expliquent qu'ils ne peuvent pas porter des charges, reste la ligne officielle. Le FBI continue d'examiner, mais sans poursuite. Il ne peut pas forcer une extradition. L'affaire se trouve donc entre deux mondes. Le monde judiciaire mexicain qui veut juger et le monde judiciaire américain qui dit ne pas pouvoir agir. Pendant ce temps, la famille Robinson refuse de baisser les bras. Ils répondent aux interviews, ils témoignent, ils rappellent que leur fille est partie en vacances avec des gens qu'elle connaissait, qu'elle est revenue dans un cercueil et qu'une vidéo montre qu'elle a été agressée. Ils répètent inlassablement « Nous voulons justice ». Pas une vengeance, pas une condamnation improvisée, la justice. Un procès, des explications, des réponses. Mais les mois passent et l'affaire n'avance pas. C'est alors que les parents de Chankela décident d'une nouvelle stratégie. Ils se tournent vers le droit civil. En 2024, ils déposent une action civile.
Un recours visant à obtenir plus de transparence, davantage d'informations et à contraindre certains acteurs institutionnels à produire des documents liés à l'enquête. Pas une poursuite pénale, car aucune poursuite pénale n'est en cours aux États-Unis, mais un moyen d'obtenir ce que le droit pénal ne leur donne pas, une compréhension. Cette action vise à pousser le FBI, le département d'État et d'autres entités à fournir davantage de documents, d'explications et de pièces du dossier. C'est une démarche rare, difficile, longue, mais pour la famille Robinson, c'est la seule voie possible, puisque l'extradition reste bloquée. Mesdames et messieurs les jurés, ce qui frappe dans cette affaire, ce n'est pas seulement la violence enregistrée dans la vidéo, ce n'est pas seulement la contradiction médicale, ce n'est pas seulement la fuite du groupe, c'est que malgré la pression, malgré les mobilisations, malgré les demandes répétées, l'affaire reste figée. La famille organise des marches, des rassemblements. Ils portent des t-shirts avec le visage de Chankela. Ils parlent aux journalistes. Ils refusent d'être oubliés. Et ils ne sont pas seuls. Des milliers de personnes suivent l'affaire. Des influenceurs relaient les informations. Des personnalités publiques s'expriment. Les réseaux sociaux continuent de demander. Pourquoi personne n'a encore été arrêté ? Mais la réponse est toujours la même. L'affaire est prise entre deux juridictions qui n'arrivent pas à aligner leurs conclusions. Au Mexique, les autorités disent « Voici notre rapport, voici notre mandat d'arrêt, voici notre suspecte. Nous voulons la juger. » Et aux États-Unis, les autorités disent « Nous n'avons pas assez de preuves pour poursuivre, et sans poursuite, nous ne pouvons pas extrader. » Et pendant que les deux systèmes s'opposent, pendant que les deux pays ne parviennent pas à s'entendre, pendant que la vidéo circule, pendant que la famille attend, la situation reste immobile. Mesdames et messieurs les jurés, l'affaire Chankela Robinson n'est pas une affaire qui manque de preuves. Elle manque d'alignement. Elle manque d'un terrain commun entre deux États. Elle manque tout simplement d'un cadre juridique où la vérité ne peut être jugée. Et pendant que les institutions se renvoient le dossier, une seule chose continue d'avancer. La colère et la frustration, l'incompréhension et ce sentiment de plus en plus fort qu'une affaire pourtant identifiée, documentée, visible, ne parvient pas, malgré tout, à franchir la porte d'un tribunal. Dans l'acte qui vient, l'acte 6, le dernier, vous entendrez ce que cela signifie réellement. Une affaire où tout semble clair et où pourtant rien n'est résolu. Une affaire avec un mandat d'arrêt, mais sans arrestation. Une affaire où les vidéos existent, mais où personne n'est inculpé. Une affaire qui, aujourd'hui encore, reste suspendue. L'affaire Chankela Robinson n'est pas refermée. Elle est ouverte, elle est en attente. Elle plane, et c'est cela précisément qui rend son dénouement si difficile à supporter. Mesdames et messieurs les jurés, nous avons traversé ensemble les 6 actes d'une affaire qui n'a jamais trouvé son chemin vers un tribunal. Une affaire où une jeune femme de 25 ans est partie en vacances avec des amis et n'est jamais rentrée vivante. Une affaire où une scène violente a été filmée, où un certificat de décès donne une conclusion, où une autopsie en donne une autre, où un mandat d'arrêt existe, où une suspecte est identifiée, et où une famille se bat, et où pourtant rien, absolument rien n'a avancé. C'est dans ce dernier acte que nous allons comprendre ce que signifie réellement une affaire figée. Après l'annonce des autorités américaines en avril 2023, expliquant qu'elles ne disposaient pas d'un niveau de preuve suffisant pour engager des poursuites fédérales, l'enquête n'a pas été fermée. Elle ne l'est toujours pas, mais elle n'a connu aucune nouvelle avancée. Pas d'arrestation, pas d'audition publique, pas de renvoi devant un tribunal, pas de procès. Elle est restée dans ce qu'on pourrait appeler une zone grise. Une affaire reconnue, commentée, documentée, mais bloquée. Le Mexique, lui, n'a jamais varié. Le pays a maintenu sa position dès le début. La cause de la mort, selon ses autorités, correspond à un acte violent. La vidéo est un élément déterminant. Les blessures décrites dans le certificat de décès sont cohérentes avec une scène de violence. Une suspecte est identifiée et le mandat d'arrêt pour féminicide reste actif. Mais cela ne suffit pas, car pour que la suspecte soit extradée vers le Mexique, les États-Unis doivent reconnaître que le dossier étranger est suffisamment solide. Ils doivent estimer que les preuves médico-légales temporelles, matérielles dépassent leur seuil d'exigence.
Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une question politique, ce n'est pas une question de relations internationales, ce n'est pas une question d'opinion, c'est une question de standard juridique. L'enquête américaine en parallèle n'a pas trouvé d'éléments permettant d'établir avec certitude que l'agression filmée a directement causé la mort. Et tant que ce lien de causalité ne peut pas être formellement prouvé, ils ne peuvent pas porter de charge. Sans charge, il n'y a pas de procès. Sans procès, il n'y a pas d'extradition. Sans extradition, le Mexique ne peut pas juger. Et tant que le Mexique ne juge pas, la suspecte reste libre. C'est la mécanique froide du droit international. Pendant ce temps, la famille Robinson continue d'avancer dans un labyrinthe où chaque mur semble se refermer. Ils reçoivent des lettres officielles, ils reçoivent des mises à jour, des phrases formelles, calibrées, neutres, des phrases qui disent « l'enquête se poursuit »,« nous manquons d'éléments »,« aucun individu ne peut être poursuivi à ce jour ». Pour un parent, ces phrases ne sont pas neutres, elles sont insupportables, car derrière ces mots, il y a une réalité simple. Leur fille est morte dans un autre pays, dans des circonstances violentes, et aucune justice, ni américaine, ni mexicaine, n'a pu être rendue. Et pourtant les éléments existent. Une vidéo existe, un certificat existe, un mandat existe, une suspecte existe, mais la justice, elle, n'existe pas encore. Mesdames et messieurs les jurés, le groupe de 6 personnes qui étaient avec Chankela ce jour-là est rentré aux États-Unis. Aucun n'a été arrêté, aucun n'a été inculpé, aucun n'a été présenté devant la justice. Certains ont supprimé leurs réseaux sociaux, d'autres ont cessé de s'exprimer, d'autres encore disent ne pas vouloir parler ou ne pas comprendre ce qui s'est passé. Tous affirment une version différente. Aucune version n'est cohérente. Et pourtant, la seule version qui aurait pu donner un sens à l'enquête, la seule version complète, sincère et immédiate, celle des premières heures, celle qui aurait pu aider la famille, aider le médecin, aider la justice, cette version-là n'a jamais été donnée. Elle s'est dissoute dans les contradictions, dans les silences, dans les départs précipités, dans les explications vagues, dans ces détails qui changent d'un témoignage à l'autre. Ce silence pour la famille Robinson est devenu une douleur supplémentaire. Ce sentiment que les gens qui étaient avec leur fille au moment où elle avait besoin d'aide ne leur ont jamais dit la vérité. Alors, que reste-t-il aujourd'hui ? Il reste un document officiel, un mandat d'arrêt mexicain toujours actif, un rapport médico-légal américain, incomplet mais existant, une vidéo qui circule encore, une famille qui se bat sans relâche, des avocats qui tentent d'obtenir davantage de documents, et une justice qui, malgré les demandes, malgré les preuves visibles, malgré l'attention médiatique, n'a toujours pas franchi le premier obstacle, l'inculpation. Il reste aussi, mesdames et messieurs les jurés, un vide. Ce vide, c'est l'espace entre 2 certitudes, celle du Mexique et celle des États-Unis. Un espace dans lequel aucune procédure ne s'emboîte parfaitement. Un espace où une affaire criminelle devient un dossier administratif. Un espace où un féminicide reconnu par un pays devient une mort non suffisamment établie pour un autre. Un espace où une famille n'a même pas la possibilité de participer à un procès. Et pourtant, chaque année, Chankela Robinson est rappelé dans les médias, dans les conférences de presse, dans les publications de sa mère, dans les rassemblements organisés à Charlotte. Chaque année, la même phrase revient. Nous n'abandonnerons pas. Ils savent que leur fille n'est pas morte d'alcool. Le certificat mexicain leur a montré que ce n'était pas possible. Ils savent qu'il y a eu violence. Ils ont vu la vidéo. Ils savent que la version donnée par le groupe est fausse. Ils ont les preuves. Mais ils savent aussi que, malgré les preuves, la justice n'avance pas. Et c'est peut-être cela la plus grande tragédie derrière la mort de Chankela Robinson. Pas seulement la violence qu'elle a subie, pas seulement le silence qui a entouré ces dernières heures, pas seulement le mensonge qui a été répété à sa famille, mais cette impossibilité aujourd'hui encore d'obtenir un procès. Une affaire où tout semble connu, où tout semble visible, où tout semble clair, et où pourtant rien n'est résolu. Mesdames et messieurs les jurés, vous venez d'entendre le dossier dans son intégralité. Vous venez d'entendre ce que la famille sait, ce que le public sait, ce que les autorités mexicaines ont conclu, et ce que les États-Unis ont refusé de poursuivre. À la fin, il ne reste qu'une seule question. Une question que seule la justice pourra un jour trancher. Une question que la famille Robinson répète encore et encore, dans chaque interview, dans chaque communiqué, dans chaque rassemblement. Cette question est simple. Comment une affaire avec une vidéo, un mandat, une suspecte et un certificat de décès clair peut-elle rester sans procès ? À ce jour, personne n'a apporté une réponse. Et tant que cette réponse n'existe pas, l'affaire Chankela Robinson reste ouverte.
bloqués, suspendus, en attente. Vous venez d'entendre un nouvel épisode d'Au banc du crime. Si cette affaire vous a marqué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune vérité dérangeante. Et laissez une note de 5 étoiles. Vos avis sont la seule arme pour faire vivre ce podcast. Rendez-vous mardi pour une nouvelle affaire.